étudier le cours pour l'examen. Désolé en PP. 27. Le cours suivant. Parce que Pâques, c'est la semaine, je pense que c'est le 22. Il n'y a pas de cours. C'est évidemment qu'on va fini. Vous pourrez mettre votre PP suivante. Je vais vous envoyer la date dans le dos. Mais ça va être à la fin de la session, comme ça que vous allez avoir vos examens, le temps de faire vos examens puis étudier, puis votre PP à la fin de ça va vous laisser un certain temps. Donc, ça va être le dernier PP, le dernier cours. Cette semaine, on va voir que, en fait, les gîtes métallifères, surtout les métaux de base, qui peuvent contenir différents sous-produits, mais c'est surtout des gisements de cuivre, plonzinque et uranium, qu'on retrouve essentiellement dans des roches sédimentaires, ou dans des roches volcaniques, certains cas, c'est des roches volcaniques massives pour les gîtes de cuivre, ou des roches felsiques pour des gîtes d'uranium. On va voir pourquoi. On parle de gîtes sédimentaires diagénétiques. Contrairement à la plupart des autres gîtes qu'on a vus, genre des autres gîtes hydrothermaux qu'on a vus pendant la session, qui sont formés à des températures un peu plus élevées, de l'ordre de la centaine de degrés Celsius, voire plus, comme dans le cas des porphyres et des fiames. C'est des gisements qui se forment à relativement basse température, souvent en association avec des fluides qui sont plutôt salins, dans les bassins sédimentaires, volcaniques sédimentaires. Donc, c'est des gisements qui vont essentiellement être formés pendant les processus diagénétiques avant qu'il y ait un métamorphisme. Donc, on va voir en quoi consiste vraiment la diagénèse, qu'est-ce qui la définit, puis pourquoi on peut former des métaux dans ces environnements-là. Ce qu'on voit sur mais ce qu'on voit ici, c'est trois photos d'échantillons polis. On voit essentiellement un grès ou un conglomérat. Ici, c'est un minerai rubané. C'est un conglomérat volcanique. Donc, dans ces échantillons-ci, on voit essentiellement un grès ou conglomérat qui est cimenté par de la galène. Donc, on voit une porosité primaire, intergranulaire, qui est comblée par un sulfure de plomb ici. C'est des textures qui sont assez caractéristiques des gisements de plomb qu'on trouve dans les grès ou les conglomérats. Ici, c'est un minerai rubané de sphalérite. Les couleurs beige, blanchâtre qu'on voit ici, puis plus foncé, c'est toute la sphalérite avec un peu de galène. La sphalérite, sphaléros, ça veut dire trompeur. Donc, vous pouvez voir ici les couleurs différentes de la sphalérite, des textures qui sont assez variables. C'est des caractéristiques typiques des gîtes qu'on retrouve dans les environnements sédimentaires. Souvent, la sphalérite va être très riche en zinc. Dans d'autres environnements comme les VMS, ça peut être particulièrement riche en fer, ça va faire varier la couleur. Elle peut être beige, verte, brune, différentes. Ici, on voit un grès. C'est une roche volcanoplastique, un grès qui sont composés de conglomérats qui sont composés de gaz volcanique. Et on voit le cuivre qui est encore une fois en porosité intergranulaire entre les grains détritiques. C'est une texture assez typique et une analogie typique des gîtes qu'on va voir aujourd'hui. C'est la même figure que j'ai montrée plusieurs fois dans le cours. Donc, on a vu la plupart de ces environnements-là, soit les environnements intrusifs, plutoniques, mafiques, ultramafiques, c'est le volcanisme aérien, aérien et sous-marin. Les processus superficiels liés à l'interaction climatique, formation des latérites, formation des bauxites, etc. L'environnement détritique, formation des placeurs que vous avez vu la semaine dernière dans le PP, cette semaine dans le PP. Les placeurs de minéraux lourds, la sédimentation chimique, on retrouve dans les bassins océaniques. Puis cette semaine, on retourne dans les processus endogènes, à l'intérieur de la lithosphère, où on va essentiellement transformer nos roches sédimentaires, nos dépôts volcaniques, en roches par la diagénèse.
Donc, on va regarder essentiellement cette partie de la croûte, des environnements sédimentaires ou océans sédimentaires, avec des processus diagénétiques. Formation de gisements de cuivre, au gisement de cuivre qu'on retrouve entre autres en Pologne, au Congo, autour du lac Michigan, ici en Amérique du Nord. Des grains uranium, uranium associé aux discordances, qu'on voit par exemple dans le nord de la Saskatchewan. C'est au Canada, on est parmi les plus gros producteurs d'uranium dans le monde. Donc, c'est le type de gisement qu'on va voir. Puis, plomb zinc, par exemple, ceux qu'on trouve dans la vallée du Mississippi aux États-Unis ou en Irlande, Irlande du Nord. Donc, c'est les principaux types qu'on va voir aujourd'hui, puis qui montrent différentes associations, toujours avec des roches sédimentaires ou volcano-sédimentaires. Donc, ce qu'on va regarder, c'est essentiellement des gisements hydrothermaux, donc des gisements de métaux qui sont associés avec des fluides aqueux qui sont métallifères, donc des fluides relativement chauds qui sont métallifères, qui vont permettre la déposition puis le transport de métaux également. À des températures relativement faibles, donc on va parler d'une centaine de degrés Celsius, donc c'est pas très très chaud, à des pressions relativement faibles aussi, donc dans la partie supérieure de la croûte. Il n'y a pas d'apport de fluide magmatique, donc il n'y a pas nécessairement de magmatisme actif au moment de la formation de ces gisements-là. Donc, c'est des fluides qui sont essentiellement formés accumulés dans des bassins sédimentaires. Des bassins sédimentaires qui peuvent avoir des échelles assez importantes. Ici, c'est des schémas simplifiés qui montrent la circulation de fluides dans des bassins. Donc, vous pouvez voir l'échelle ici, c'est 200 km, je pense, chacun de ces graphiques-là. Ici, 5 km. Mais essentiellement, c'est des fluides qui vont circuler sur des grandes distances. Donc, les processus orogéniques, par exemple, de construction de chaînes de montagne ou de formation de bassins sédimentaires, sont souvent liés à des processus qui sont, disons, de grande longueur d'onde, qui ont des impacts lithosphériques assez importants. Donc, formation d'orogènes ou de bassins sédimentaires, par exemple, de rifts, vont avoir une grande influence avec la formation de bassins sédimentaires qui sont relativement étendus, qui peuvent avoir des centaines de kilomètres d'étendue en périphérie des rifts ou des chaînes de montagne. Il y a différentes façons de faire circuler les fluides dans ces bassins-là, soit par simple gravité. Donc, si on a une chaîne de montagne, il peut y avoir de la pluviométrie qui va s'accumuler sur les chaînes de montagne, dans les aquifères, puis circuler par simple gravité dans le bassin sédimentaire qui est adjacent. On peut penser à une convection. Par exemple, si on a un rift, si on a une source de chaleur qui est sous-jacente, on peut induire une certaine convection à l'intérieur des couches sédimentaires qui sont en train de s'accumuler. Donc, c'est une autre façon de faire circuler des fluides dans un bassin sédimentaire. Par exemple, si on a une nappe de pli-chevauchement, donc si on met en place des nappes, des roches qui sont chevauchées sur d'autres séquences sédimentaires qui contiennent des fluides, donc des fluides intergranulaires par exemple, donc on peut avoir une certaine compaction, puis les fluides vont être éjectés de ces environnements-là, puis vont circuler dans les couches sédimentaires. Donc, on peut avoir également la formation puis la génération de gaz, par exemple avec la maturation de la matière organique. Ça va permettre de dégager des gaz, du méthane, de l'hydrogène sulfureux, qui vont permettre une certaine circulation de gaz ou de fluide dans les couches. Enfin, on peut avoir la sismicité active. Donc, les bassins sédimentaires se forment essentiellement par l'extension de la croûte. Donc, par exemple, si on a un cas où on a une faille normale qui coupe une séquence sédimentaire puis son socle, ça peut être un endroit
préférentielle où on va avoir une perméabilité secondaire qui est induite par la fracturation liée à la faille, qui va permettre de canaliser les fluides, les faire circuler, quand même sur des distances qui peuvent être assez considérables. La circulation du fluide dans cet environnement-là peut induire un changement des conditions physico-chimiques puis faire précipiter les métaux. Donc, ici, c'est une slide simplement pour remettre en perspective l'échelle des processus qu'on regarde aujourd'hui, puis également les environnements sédimentaires dans lesquels se forment vraiment des gisements diagénétiques. Qu'est-ce que ça prend comme composante? Les gisements qu'on regarde aujourd'hui sont essentiellement hydrothermaux, donc des eaux chaudes, des fluides aqueux chauds qui sont métallifères, qui vont induire la précipitation de métaux et la formation d'une concentration métallifère. Qu'est-ce que ça prend comme composante? Ça nous prend un métal. Donc, si on veut former un gisement métallique, ça nous prend soit du plomb, du cuivre, du zinc, du radium, ça nous prend des métaux. Donc, ça nous prend un métal. Sauf que les métaux sont relativement peu solubles en solution. Si vous prenez des clés, vous les échappez dans un lac, ils vont rester là indéfiniment. Si vous les mettez dans un verre d'eau, il ne va rien se passer. Donc, si vous mettez votre bague, si vous mettez un nickel, un 5 sous dans un verre d'eau, il ne va rien se passer. Donc, ça prend quelque chose pour le mettre en solution. Même si vous le chauffez à haute température, chauffer l'eau à 200 degrés Celsius, la clé ou la bague va rester telle qu'elle, elle n'entrera pas en solution. Ça va vous prendre des agents supplémentaires qu'on appelle des ligands, qui vont permettre d'augmenter la solubilité de certains métaux. Il y en a plusieurs ligands. On a vu, entre autres, pour les gisements d'or, le HS- est un ligand assez utile, qui est assez efficace pour mettre l'or en solution. Le chlore, également, est essentiel dans certains gisements, en particulier pour les métaux de base. Donc, le chlore va augmenter la solubilité, entre autres, du plomb et du zinc et du cuivre, donc des métaux de base. Donc, ça nous prend une source de métal, une source de fluide, donc ça nous prend un fluide aqueux, mais qui va contenir certains ligands, comme le chlore, qui va augmenter la solubilité des métaux, qui vont pouvoir être lessivés des roches encaissantes, puis transportés en solution. Donc, une fois qu'on a nos métaux, nos ligands et notre fluide, on a les composantes essentielles pour la mise en solution et le transport des métaux. Ensuite, ça nous prend une certaine perméabilité, donc pas juste une porosité, une perméabilité qui permet la circulation de fluide. Donc, ça peut être des zones de fracture, perméabilité primaire, comme par exemple une porosité intergranulaire, des zones de fer, des zones de fracture qui vont nous permettre de faire circuler notre fluide qui contient les ligands puis les métaux. Ensuite, ça nous prend des variations de conditions physico-chimiques, donc pression, température, ou d'oxydoréduction, ou pH, qui vont nous permettre de former un gisement métallifère par la déstabilisation du fluide métallifère. Donc, si on a un fluide qui contient des métaux en solution, ça nous prend des variations de conditions physico-chimiques pour induire une baisse de solubilité du métal dans notre fluide. Il y a différentes façons de faire ça. On va voir pendant le cours comment on peut procéder. Donc, si on a notre fluide, notre ligand, notre source de métal, notre porosité, nos modifications de conditions physico-chimiques, on peut arriver à former un gisement métallifère. Aujourd'hui, on va voir différentes de ces composantes-là qui mènent à la formation des gîtes de métaux de base qu'on trouve dans les bassins sédimentaires. Le pH ou le potentiel d'hydrogène,
c'est essentiellement une mesure de la basicité ou de l'acidité d'une solution. Puis ça réfère à l'activité des ions H+. Donc, les eaux de mer, l'eau de mer en général est autour de 7, légèrement basique. Donc, avec un pH plutôt neutre. Mais le pH des solutions, que ce soit dans les bassins sédimentaires ou dans différents environnements à la surface de la Terre, le pH peut varier énormément, des fluides très acides avec des pH tout près de 0, jusqu'à des pH avec des alcalinités très fortes, de l'ordre de 10 sur l'échelle de pH. Donc, le pH de solution peut varier énormément. Donc, c'est un critère physico-chimique qui peut varier puis induire la précipitation des métaux. Donc, le pH va être relativement important. Puis le potentiel d'oxydoréduction, c'est essentiellement une mesure de la tendance d'une solution à perdre ou gagner un électron par rapport à un standard. Donc, essentiellement, c'est notre critère d'oxydoréduction des fluides hydrothermaux pour déterminer si on a stabilité ou précipitation d'un métal à partir d'un fluide hydrothermal. Donc, ces deux critères qui vont être particulièrement importants pour la formation des gîtes hydrothermaux dans les bassins sédimentaires. Maintenant, on parle de diagenèse au tout début du cours. C'est quoi exactement? La diagenèse, en fait, c'est l'ensemble des processus qui vont mener à la lixification d'une roche. C'est des processus qui vont précéder le métamorphisme, donc généralement qui vont se produire à relativement basse pression et température. Dans une roche sédimentaire, par exemple, si on a un grès qui est, disons, un sédiment, simplement un sédiment arénitique, la diagenèse va être essentiellement les processus qui vont mener ce sable-là à être lithifié, mais aussi, en fait, la diagenèse va inclure la lithification de la roche, donc la formation d'une roche à partir du sédiment, mais ça peut également être des processus secondaires, comme par exemple une cimentation ou disons, une modification de la roche, mais avant le métamorphisme. Donc, par exemple, si on a un sable qui devient lithifié, cimenté, on peut avoir disons, des processus de fracturation qui vont permettre de fracturer le sédiment lithifié dans des conditions de basse pression-température. Donc, on génère une porosité secondaire par la fracturation. Cette fracturation-là peut être par la suite comblée puis cimentée pour former des minéraux secondaires dans les fractures, mais toujours dans les conditions diagénétiques. Donc, on va parler de diagenèse, lithification de la roche, mais aussi l'ensemble des processus qui vont précéder le métamorphisme. Donc, qu'est-ce qui se produit pendant la diagenèse d'une roche sédimentaire? Dans une roche sédimentaire, on peut avoir de la matière organique. La matière organique va se dégrader, former différents gaz en fonction de la température qui est atteinte. Puis qui peuvent jouer un rôle important également dans la formation des gisements qu'on regarde aujourd'hui. Mais disons qu'il va y avoir une certaine maturation de la matière organique. On peut former des minéraux secondaires qu'on appelle autigènes. C'est des minéraux qui sont formés sur place. Ce ne sont pas des minéraux qui sont transportés comme par exemple des grains de quartz dans un sable. C'est des minéraux comme des sulfures, ça peut être des sulfures, des carbonates qui vont précipiter, qui vont jouer un rôle aussi dans la lithification de la roche, donc la formation d'une roche à partir du sédiment. On va avoir la compaction, donc une certaine compaction au fur et à mesure qu'on accumule des sédiments. Les couches qui sont les plus profondes vont graduellement être de plus en plus compactes. La cimentation qui augmente avec la diagenèse, donc la roche va devenir va partir d'un sédiment, d'un sable relativement friable, à être graduellement cimenté pour former une roche qui se tient, qui est bien modifiée.
Puis ensuite, quand on atteint des températures métamorphiques, on va avoir éventuellement une déshydratation qui est accompagnée de recristallisation. On va former des argiles métamorphiques, par exemple. L'élite, la kaolinite, des minéraux qui sont issus de températures plus élevées, donc un enfouissement plus élevé, puis on va avoir du métamorphisme. Donc, c'est grossièrement à ces processus-là qu'on va devoir faire aujourd'hui. Donc, ce qui va mener à la liquéfaction, à la formation d'une roche avant le métamorphisme. Donc, on a fait un court topo sur le H et le pH. C'est deux critères physico-chimiques qui vont influencer la solubilité des métaux. Un autre critère physico-chimique significatif, c'est en fait la concentration en ligand ou en sel dans celle-ci des eaux qu'on retrouve dans les bassins sédimentaires. Dans les bassins sédimentaires, on trouve souvent du chlore. C'est vrai dans les eaux de mer, mais dans les eaux qu'on retrouve par exemple dans les bassins d'Avant-Pays ou les bassins de rift, vont être particulièrement riches en chlore. Le chlore rentre à fin pratique à peu près pas dans la plupart des silicates, des oxydes, je ne sais pas si vous êtes capable de nommer des minéraux qui contiennent du chlore. Halite, la chlorite n'en contient pas. Mais la halite, les sels, les évaporites contiennent du chlore. C'est des minéraux qu'on retrouve entre autres dans les bassins de rift, certains bassins d'Avant-Pays, les plateformes continentales, donc dans les bassins sédimentaires. Donc, les eaux qu'on trouve dans les bassins sédimentaires vont souvent être très très riches en chlore. Ici, c'est un graphique qui montre la concentration en métal. Les petits ronds noirs, c'est le plomb, les ronds ouverts, c'est le zinc, les triangles à l'envers, c'est le cuivre. En X, vous avez le total dissolved solids, donc les solides dissous dans la solution. Ça inclut le chlore. Donc, on peut voir que plus on a de chlore, de total dissolved solid, solide dissous dans notre fluide aqueux, là, on va avoir une augmentation importante du contenu métallifère de nos eaux qui vont pouvoir transporter lessiver ou transporter les métaux dans un bassin sédimentaire. Donc, le chlore va jouer un rôle important dans la mise en solution des métaux, puis leur transport vers un site de dépôt. C'est vrai pour les métaux de base, plomb, zinc, cuivre. Mais il y a d'autres métaux aussi qui obéissent à cette règle-là. Si on regarde, par exemple, la solubilité du palladium, dans certains bassins sédimentaires, on a des concentrations de palladium importantes qui peuvent être minées, souvent en sous-produit, et qui peuvent être minées. Si vous regardez, par exemple, le diagramme ici, avec le palladium en solution, le pH d'une solution. Si vous avez un pH entre 6 et 8, relativement neutre, si vous ajoutez du chlore, donc pour les points qui sont ici, donc les cercles ouverts, on a ajouté du chlore en solution, alors que pour les points fermés, les points noirs ici, c'est une solution qui contient très peu ou pas de chlore. Donc, simplement en ajoutant du chlore dans notre solution, on augmente la solubilité du palladium, des platinoïdes, dans notre solution. Puis on peut en fait mobiliser puis transporter le palladium, les platinoïdes, si on a un pH relativement élevé. Donc, le chlore joue un rôle particulièrement important pour le transport des métaux. Le cuivre fait pas exception. Ici, c'est un diagramme EH-pH qui montre en fait la solubilité et la stabilité du cuivre métal, mais aussi des minéraux cuprifères à chalcocite, le cuivre natif, la cuprite, en fonction des conditions d'oxydoréduction.
Donc, si on regarde ici le pH, en Y, le H, le potentiel d'oxydo-réduction, pour une solution ou disons un environnement, des conditions qui sont pas salides, donc un environnement qui ne contient pas de chlore, le cuivre va essentiellement être en solution si on a des conditions très, très, très oxydantes. Donc, on va pouvoir avoir du Cu2+ en solution. Si on regarde, par exemple, des conditions où on ajoute du chlore dans notre solution, en fait, le champ de stabilité du cuivre, Cu2+, lorsqu'il est allié avec un ligand, qui dans ce cas-ci est le chlore, on va pouvoir augmenter le champ de stabilité du cuivre qui est en solution. Donc, le cuivre va pouvoir être mis en solution plus efficacement, être transporté, puis ensuite être déposé lorsqu'on va avoir réduction pour former la chalcocite ou déposer du cuivre natif. Donc, le chlore joue vraiment un rôle important dans la formation des gîtes de métaux de base dans les bassins sédimentaires. Si on regarde, par exemple, ça c'est un tableau qui montre la concentration en cuivre, en ppb, de différentes eaux qu'on trouve à la surface. Donc, Waters with Chlorate Affiliation, c'est essentiellement des eaux qu'on trouve dans les bassins sédimentaires. Si vous regardez la composition en cuivre, 250 ppb, pour des solutions qui contiennent du chlore, du NaCl, essentiellement de la halite. Donc, des concentrations qui sont accrues particulièrement pour les eaux qui contiennent, ou des bassins sédimentaires qui contiennent des réservoirs d'hydrocarbures. Par rapport aux eaux qui circulent ou qui sont plus oxygénées, qui sont un peu plus fraîches, là, on va trouver des concentrations en cuivre plus élevées dans les eaux qui sont vraiment restreintes, qui sont en fait associées aux hydrocarbures. Donc, il y a une influence importante du contexte géologique sur la concentration en cuivre des eaux. Les eaux avec des affiliations magmatiques, évidemment, on peut avoir, par exemple, dans les environnements épithermaux, des concentrations en cuivre fortes. Miscellaneous waters, les eaux associées avec des travertins, par exemple, trop en cuivre. Donc, on voit que dans les environnements bassinaux, dans les bassins sédimentaires, entre autres associés aux hydrocarbures, on trouve des concentrations particulièrement élevées en cuivre. Donc, ce n'est pas surprenant qu'il y ait un lien étroit entre la formation des évaporites, entre la présence d'évaporites qui se forment dans les bassins sédimentaires où il y a énormément d'évaporation, et les gisements de cuivre qu'on appelle soit les volcanic red bed ou les gisements de cuivre dans les grès rouges. Donc, tous les gisements de cuivre qui sont associés au bassin sédimentaire dans les conditions oxydantes se trouvent généralement en association avec des niveaux évaporitiques. Donc, si on regarde ici les différents points rouges, donc les carrés, c'est les volcanic red bed, les cercles rouges, Cooper Schiefer, puis les petits losanges, c'est les red bed. Donc, c'est toutes des variantes la même famille de gisements. C'est des gisements qui sont associés généralement à des lits rouges oxydés, qui sont distribués la plupart du temps dans les basses latitudes, généralement dans les tropiques, pas très très loin de l'équateur. Donc, on voit une association claire, une association spatiale entre les roches qui contiennent du chlore, les évaporites, puis les bassins sédimentaires métallifères enrichis en zinc, plomb et en cuivre. Donc, on a vu les principaux métaux de base. Maintenant, on va parler un peu de l'uranium. C'est un diagramme que je vous ai montré la semaine dernière. En fait, l'uranium, en conditions oxydantes, le U6+, va
va être soluble pour former le UO2, 2+, qui est un ion qui est particulièrement soluble dans les eaux oxydantes. Donc, si on a des eaux oxydantes, l'uranium va être mis en solution, va être transporté, lessivé des roches encaissantes. En fait, une fois qu'on a un environnement qui est plutôt réducteur, on peut réduire le U6+, pour former de l'uraninite. Donc, l'uranium va être stable dans des conditions réductrices, puis plutôt soluble dans des conditions qui sont particulièrement oxydantes. Donc, si on a des eaux oxydantes qui circulent dans un bassin sédimentaire, le front d'oxydoréduction, donc un endroit où on va avoir un front entre les eaux oxydantes et les eaux réduites, va être un environnement favorable où on va pouvoir faire précipiter l'uranium puis former une concentration d'uranium forte, où on va pouvoir avoir un gisement qui peut être assez concentré pour être exploité. Donc, les conditions d'oxydation vont jouer un rôle important, significatif pour la formation des gîtes d'uranium. C'est un diagramme ici qui montre d'ailleurs les époques géologiques entre l'Archéen, 3 milliards, 1 milliard, puis 0 année. Donc, dans le temps, on peut voir qu'une variation dans le style de gisement qu'on retrouve dans la croûte terrestre par rapport à l'uranium. Donc, avant 2,2 milliards d'années, l'uranium va être essentiellement retrouvé sous forme de détritus. Donc, la semaine dernière, on a vu les placers rares, les placers uranifères. L'uranium était stable sous forme d'uraninite à l'Archéen parce que les eaux de surface n'étaient pas oxygénées, étaient réduites. Donc, l'uraninite était un minéral lourd qui était stable, qui pouvait être transporté dans les rivières. C'est pour ça qu'on le retrouve dans les conglomérats, entre autres les conglomérats à Cailloux-Poix, que vous avez vu en TP. On le retrouve dans les bassins sédimentaires fluviatiles qui est accumulé sous forme de placers. Après 2 milliards d'années, après 2,2 en fait, on retrouve l'uranium dans des gisements qui sont plutôt hydrothermaux. Donc, si vous regardez ici dans le phanérozoïque, on retrouve essentiellement l'uranium dans des grès, des siltstones, parfois en association avec des shales, mais dans les bassins sédimentaires. Donc, l'uranium est passé d'un minéral qui était stable, détritique, à l'Archéen, à un minéral qui est plutôt hydrothermal, uraninite hydrothermale, qui est présente sous forme de remplacement de veines dans les bassins sédimentaires. Donc, simplement à cause de l'évolution séculaire de l'atmosphère terrestre, on a une variation dans le style de gisement qu'on va développer à l'Archéen versus au phanérozoïque. En fait, on peut se demander également quelle est la source d'uranium. Ici, c'est un diagramme qui montre le pH versus le pourcentage d'uranium lessivé dans une roche ferritique. Donc, si on a un verre volcanique, par exemple une rhyolite, dans laquelle on fait circuler des fluides, le pH va également jouer un rôle important. Donc, si on fait circuler des fluides qui sont très, très alcalins, en fait, on va lessiver une plus grande partie de notre uranium en solution. Donc, le pH peut jouer un rôle important, à la fois le contexte d'oxydoréduction, les conditions d'oxydoréduction, mais également le pH qui augmente l'uranium qui va être lessivé des roches encaissantes. Donc, selon le métal qui est transporté en solution, il y a plusieurs facteurs qui vont jouer un rôle. Donc, la présence du ligand, donc la salinité d'une solution. Donc, si on a une salinité de solution qui varie, on peut avoir transport ou précipitation des métaux. Agent réducteur. Donc, un agent réducteur, on a vu que la plupart des métaux, comme par exemple le cuivre, même chose pour l'uranium. Si on a des conditions qui sont particulièrement réductrices,
on peut avoir précipitation des métaux. Donc, ça nous prend un agent réducteur pour réduire l'uranium, le cuivre, le zinc ou le plomb pour former une concentration métallifère. Enfin, on a le pH qui peut varier significativement puis induire la précipitation des métaux. Donc, on a vu par exemple ici le cuivre était particulièrement soluble en milieu oxydant, mais également acide. Donc, si on a un pH qui augmente, on peut induire la précipitation, par exemple, du cuivre. Donc, c'est les trois critères qui sont particulièrement significatifs ici pour déposer soit l'uranium ou les métaux de base à partir d'une solution aqueuse, idéalement saline. Donc, on va regarder en fait ici différents critères. Entre autres, la matière organique. La matière organique qui évolue avec une certaine maturation peut libérer des gaz. Donc, la matière organique peut être un agent réducteur assez efficace. Le sulfure d'hydrogène qui est produit par la réduction des sulfates en carbonate, entre autres par des bactéries. Il y a des bactéries qui permettent la réduction du soufre. Donc, les bactéries qu'on trouve dans certains bassins sédimentaires vont jouer un rôle significatif pour produire du H2S, hydrogène sulfureux, qui peut être un agent réducteur important pour la formation des métaux. Des overdoses réduites. On va voir c'est quoi en fait les overdoses. C'est les eaux qui sont situées entre la nappe phréatique et la surface. Donc, c'est des environnements où on a des environnements qui peuvent être particulièrement réducteurs, puis induire la précipitation des métaux. Ensuite, les sulfures préexistants. Donc, si on a du soufre réduit sous forme de sulfure, par exemple la pyrite, la chalcopyrite, ça peut être un agent réducteur efficace. Donc, si on a notre soufre sous forme de sulfure, ce soufre-là peut interagir avec une solution métallifère pour induire la précipitation de certains métaux. Donc, ça va être les 4 principaux agents réducteurs qu'on peut trouver. Si on regarde, par exemple, la matière organique, ici, c'est une tourbière à l'île aux Coudres, un gîte dans les Appalaches, dans le sud-est américain.